France 24 et La Première présente. Bonjour à tous et bienvenue dans Outre-mer, votre hebdo consacré à l'actualité, à la découverte de ces territoires. Focus cette semaine sur la contestation de la vie chère aux Antilles et la fermeture de l'usine de nickel, Koniambo Nickel, en Nouvelle-Calédonie. A tout de suite. Contre la vie très chère dans les Outre-mer, un mouvement de contestation a débuté en Martinique et en Guadeloupe. Des centaines de personnes ont manifesté le dimanche 1er septembre à Fort-de-France à l'appel du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Des actions ont été menées durant toute la semaine dans les supermarchés de l'île. En Guadeloupe, environ 200 personnes se sont rendues dans l'un des principaux hypermarchés de l'archipel pour démontrer à quel point se nourrir est au-dessus de leurs moyens. Jordi Rayapin, Bruno Pencio-Villon. 7 heures, heure du rendez-vous, les militants arrivent peu à peu. À l'heure d'ouverture de cette grande surface, ils sont près de 200 à passer à l'action. Une action pacifiste avec un message bien défini. Leur salaire ne leur permet pas de manger correctement en raison des prix trop élevés ici en Guadeloupe. Regardez, 144 €. 144 €, regardez ce que j'ai. Tout comme Marie-Guadeloupe, ils seront nombreux à passer en caisse sans emporter leurs courses non payées à cause d'une marge dite excessive. Il n'est pas question qu'un rouleau de papier cul coûte 1,60 € en France et qu'ici on le paye 8,80 €. Ce n'est pas possible. Les parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école, le ventre plein. On n'arrive pas, on ne peut plus. Moi, j'ai pris mon petit-fils chez moi parce que ma belle-fille ne peut pas nourrir son enfant. On dit département d'outre-mer, d'accord? Donc attaché, nous sommes français, nous demandons l'égalité française, aliment des peuples. Voilà. Une mobilisation sans leader, sans organisation syndicale, bien perçue par les différents clients présents ce matin. Je suis en vacances, mais avoir le kilo de tomates à 7,50 €, c'est quand même quelque chose. La mobilisation prendra fin à 10 h sans débordement. Les citoyens présents à ce rassemblement prévoient de reconduire des actions de la sorte jusqu'à l'obtention d'une baisse tarifaire sur au moins les produits de première nécessité. Des écarts de prix de 40% avec l'Hexagone en 2022. Ils se sont creusés depuis avec l'inflation. Un dossier urgent sur le bureau du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Alors, les attentes des élus d'Outre-mer à cette nomination avec Leila Zelouma. Michel Barnier, nouveau Premier ministre, n'a d'autre choix que de convaincre, surtout en Outre-mer, où les dossiers brûlants s'accumulent. En Guyane, du côté des Républicains, sa nomination est un soulagement. Notre nouveau Premier ministre est issu de notre famille politique et je vois là un apaisement après toutes les difficultés qu'a connues notre gouvernement ces derniers temps. En Polynésie aussi, son discours lors de la passation de pouvoir a rassuré la vice-présidente indépendantiste. Il a parlé des Outre-mer, du respect des pays d'Outre-mer et je trouve que ça, c'est une bonne chose, surtout que c'est son premier discours. En général, on dit les premiers mots sont les plus importants pour les politiques. En Martinique, le parti progressiste martiniquais semble lui ouvert au dialogue et compte énormément sur l'homme de diplomatie qu'il est. J'attends beaucoup de lui et de son gouvernement. Très rapidement, on lui fera savoir nos revendications de fond pour rentrer soit dans un dialogue. Si ça marche, le dialogue, c'est bon. Soit dans une négociation. Si ça marche, tant mieux. Et sinon, dans un affrontement de revendications. Pas de dialogue possible pour les socialistes réunionnais. L'élu Philippe Naillet voit cette nomination comme un affront à la démocratie. Il choisit les Républicains. Déni de démocratie. Il choisit les Républicains pour continuer sa politique, continuer la politique que les Français ne veulent plus. Ils l'ont dit. Pour d'autres, le plus important est de changer de cap politique et de se concentrer sur les questions essentielles des ultramarins. On n'acceptera pas au groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires que Michel Barnier reproduise la même politique qu'a conduit Emmanuel Macron. Nous attendons de voir quelle politique sera désignée pour la France et tout particulièrement pour Mayotte, puisque je rappelle qu'à Mayotte, le Rassemblement national défend avant tout le pouvoir d'achat, la vie chère, lutter contre l'immigration et lutter contre l'insécurité. Après Michel Barnier, c'est la nomination d'un ministre des Outre-mer qui est d'ores et déjà très attendue.
Dans l'actualité également, la rentrée scolaire pour près de 240 000 élèves à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles et en Guyane. La Guyane, où les enfants de 3 villages de l'Ouest ont désormais un bus et une route bitumée pour se rendre à l'école. Jusque-là, ils devaient emprunter la pirogue puis marcher 1 kilomètre. C'est une désignation hautement symbolique. Le Front de libération kanak et socialiste a élu Christian Théin à sa présidence lors d'un congrès extraordinaire. Le leader indépendantiste kanak est actuellement détenu dans l'Hexagone. Christian Théin est le responsable de la cellule de coordination des actions de terrain, la CCAT, accusé d'être à l'origine des émeutes. Cela faisait 23 ans que le FLNKS n'avait pas eu de président. Dans ce contexte de crise majeure, c'est tout un pan de l'économie calédonienne qui s'effondre. L'usine du Nord, Koniambo Nickel, ferme. C'était le projet phare du développement de la province Nord, la clé de l'émancipation pour les indépendantistes. 1200 salariés sont désormais au chômage. C'est notre dossier signé Bruno Gabetta et Léla Zellouma avec Nouvelle-Calédonie la première. C'est la dernière fois que ces employés franchissent l'entrée de l'usine KNS. Une page se tourne. Certains sont de l'aventure depuis le début. Ça fait depuis 2008 que je suis ici. Et c'est vrai, voir aujourd'hui partir les gens comme ça, ça fait un pincement parce qu'on a connu beaucoup de personnes de tous les endroits. Et ça fait un pincement au cœur. On est trop habitués à se lever le matin, à partir au travail, de rentrer, de se reposer, de reprendre le boulot. Voilà, c'est ça que j'appréhende un peu. Je ne sais pas trop comment je vais faire là, mais il va falloir s'habituer, quoi. Faute de repreneur, la multinationale Glencore, partenaire principal de KNS, a jeté l'éponge. Avec une dette de 13 milliards d'euros, l'usine était devenue un gouffre financier. Confrontée à la chute des cours du nickel et face à la production de pays à bas coût, comme l'Indonésie ou les Philippines, la production calédonienne n'est plus concurrentielle. L'énergie est chère en Nouvelle-Calédonie. On a des problèmes de productivité aussi en Nouvelle-Calédonie. La main-d'œuvre coûte cher, mais elle est moins productive que son homologue coréenne notamment. Et donc ces phénomènes se conjuguent pour donner en quelque sorte un mauvais avantage comparatif au nickel calédonien. Promis par le général de Gaulle en 1966, le projet Koniambo a mis du temps à voir le jour. Né de la volonté des indépendantistes kanaks, l'usine devait être l'outil du rééquilibrage économique et rendre la province Nord prospère grâce à la transformation du nickel. En 1998, le projet se concrétise avec la signature des accords de Bercy. Le mouvement indépendantiste avait fondé beaucoup d'espoir dans le nickel et notamment dans cette usine du Nord du pays qui devait financer l'indépendance. Le mouvement indépendantiste souhaitait finalement s'affranchir en partie des transferts publics métropolitains. Le projet est initialement porté par le groupe canadien Falcon Bridge, puis par Extrata, pour une première coulée de métal en 2013. Avec la fermeture de l'usine, c'est aussi tout un écosystème de 4000 entreprises qui voit son avenir remis en cause. 250 salariés restent sur le site, le temps de refroidir les fours. La procédure va durer plusieurs semaines. Les Jeux paralympiques 2024 à La Réunion, le rugby fauteuil est une pratique encore très confidentielle. Les jeunes du Pôle Espoir ont tenté l'expérience. C'est la bonne idée d'outre-mer. Johnny Lérivin, Amandine Rivière. Aux jeunes gaillards du Pôle Espoir, on a proposé l'expérience inédite d'essayer le rugby fauteuil. Grande première pour tous qui, une fois assis, se rendent vite compte de la complexité de cette discipline paralympique. C'est particulier parce qu'on doit avoir de la coordination, on doit gérer plusieurs choses en même temps, mais c'est un peu amusant. Amusant, des fois un peu rageant car il faut s'adapter aux règles du jeu et à la conduite du fauteuil roulant tout en restant focus sur les passes du ballon. Je galère un peu à changer de sens et tout, mais sinon ça va. Et aussi le fait de recevoir la balle, le temps de mettre sur les jambes, d'avancer, etc. C'est un peu... voilà. Mais sinon ça va, c'est plutôt bien. Bien à condition de se coordonner efficacement avec les autres. Germine, plus habituée au basket en fauteuil, sent une vraie différence dans la façon de jouer. C'est plus difficile et compliqué parce que là, pour le basket,
tu peux dribbler et tout, mais là tu laisses le ballon et ils viennent, ils prennent le ballon, donc c'est assez compliqué. Toutes les disciplines en fauteuil doivent se regrouper autour de la Ligue handisport pour justement continuer à développer ces pratiques-là. Je pense que les Jeux vont nous apporter beaucoup plus d'athlètes qu'il faut. Et on aura de la demande et j'espère que on va pouvoir tout traiter et aussi faire évoluer le handisport à La Réunion. Venir essayer pour peut-être l'adopter et développer une pratique moins confidentielle, la Ligue de rugby et le comité handisport travaillent sur un projet commun. Direction la Guyane à la découverte du bagne des Anamites. Le site est désormais classé monument historique, un pas en avant pour sa préservation et le devoir de mémoire. Leila Zelouma avec Guyane la première. Appelée bagne des Anamites, cette prison à ciel ouvert, située en plein cœur de la forêt tropicale guyanaise, a été le théâtre d'histoires douloureuses. Entre 1931 et 1946, 525 Indochinois, opposants à la colonisation française, y ont purgé leur peine. Parmi eux, le père de Muguet Tran Thuyen. Il a été enfermé dans ce bagne durant 15 ans. Une fierté pour mon père et pour tous les autres ses amis qui étaient avec eux au bagne, qui ont souffert, qui ont énormément souffert. C'est une fierté pour moi de reconnaître aussi qu'ils ont travaillé pour la Guyane, ils ont donné à la sueur de l'enfant, ils ont fait beaucoup de choses. Partiellement recouverts par une végétation dense, les vestiges de cette prison ont failli tomber dans l'oubli. Grâce au travail combiné d'associations de préservation de la mémoire et de la commune de Montsinéry-Tonnet-Grande, dont dépend le bagne, le site a été restauré. Aujourd'hui, la commune est parvenue à inscrire le bagne des Anamites dans la liste des monuments historiques français. C'est déjà une reconnaissance mémorielle en soi, historique, patrimoniale, mais cela permettra surtout de préserver le patrimoine et d'avoir les subsides de l'État, l'accompagnement financier de l'État. Avec ce statut de monument historique, le site, originellement composé de 7 bâtiments, d'une maison de chef de camp et de cachot, sera entièrement protégé ainsi que la forêt environnante. Une préservation dont pourront profiter les 25 000 visiteurs annuels du site. Prochaine étape pour le bagne des Anamites, décrocher le label du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Sur France 24. Elias, un artiste RFI Talent. Découvrez le titre Locataire en session live de l'artiste comorien. d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et France24.com.